La semaine en revue. Chaque samedi, une personnalité passe au crible les temps forts de l'actualité de la semaine écoulée. La semaine en revue, présentation Souleymane Kati Ouattara. Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de la rétrospective de l'actualité. Aujourd'hui, pour nous accompagner, Soumaïla Doumbia, le président du Congrès panafricain pour le renouveau. Il est plus connu sous le nom de Doumbia Major. Nous ferons plus ample connaissance avec lui dans quelques instants. L'actualité de cette semaine est marquée par la mise en place de la nouvelle plateforme de l'opposition, concrétisée mercredi à Daoukro. Il y a eu aussi le procès de Charles Blé Goudé, de nouveau reporté. Les menaces d'interdiction d'entrée aux États-Unis du cacao ivoirien soupçonné d'être produit grâce au travail des enfants, ou encore le décès de Albert Thévoudjré, ex-représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la crise ivoirienne. C'est la semaine en revue et c'est maintenant sur Radio de la Paix. Doumbia Major, bonjour. Bonjour. Vous avez été découvert par les Ivoiriens en tant que militant de la FECI. Que doit-on retenir de votre passage dans cette organisation? Oui, j'ai été connu par les Ivoiriens grâce à la FECI. Pour moi, ma vie ne se résume pas à la FECI. Ça a été une étape. C'était Doumbia Major dans le scoutisme, CV avec Vaillant âme vaillante, le mouvement FECI. Ce sont des étapes de ma vie. Vous avez eu une vie très associative. Une vie très associative, et après l'étape de la FECI, je me suis retrouvé en France où j'ai dirigé un moment le Conseil supérieur des Ivoiriens de l'étranger. J'ai été membre du mouvement MPCI France, qui était une association que nous avons mis en place en 2002. J'ai créé avec certains amis le Congrès panafricain pour le renouveau en 2006 à Paris, qui est le parti politique que je dirige aujourd'hui. Donc ma vie, ce n'est pas que la FECI. La FECI, c'est une étape. Mais c'est une étape au cours de laquelle j'ai aussi affirmé mes opinions, mes convictions. Pour nous, il n'était pas question que les étudiants s'émissent dans les affaires politiques du pays, surtout qu'il y avait une confrontation dans un schéma d'exclusion des uns avec des discours de haine, des discours d'ostracisme. Et pour moi, il n'était pas important, il n'était pas nécessaire que les étudiants s'immiscent dans ces affaires. Cette position n'a pas été comprise par certains de nos amis, notamment Charles Blé Goudé, qui a voulu que la FECI prenne position pour le FPI, qui alors était en alliance avec le CNSP. Et donc cela a valu que je sois, je vais dire, stigmatisé, je sois présenté. Vous avez été exclu de la FECI? Pas exclu parce que j'ai démissionné, parce que j'ai dit que je mangeais pas de ce pain, je n'étais pas d'accord. Ça entraînait une dissidence, une scission au sein de la FECI, mais j'ai été l'objet d'intoxication, de diffamation, de propagande haineuse. Celui qui voulait la neutralité a été présenté comme le criminel. Mais Dieu merci, comme on dit, aujourd'hui personne ne peut dire, ne peut rattacher mon nom à un crime. Alors, le temps est passé de la FECI des années 90 à la FECI d'aujourd'hui. Est-ce que l'esprit de cette organisation a changé? Vous savez, la FECI, dont moi je rêvais, était un syndicat pour défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. Ce syndicat, à un moment donné de son histoire, a été récupéré par un parti politique qui a accordé une certaine impunité à ce syndicat. Et vous avez vu que des crimes quand même graves ont été commis par une faction de la FECI, notamment l'attaque à la machette le 25 mai 2000 du restaurant universitaire. On a vu les Thierryzo qui ont été découpés à la machette. On a vu le président du conseil régional, Ian Philippe, découpé à la machette. Ce sont des choses qui n'étaient jamais arrivées en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une page qui s'est tournée? Il y a eu des morts. Bakayoko Memissa qui a été tué à Vridi. Kwasi Hervé qui a été tué à Williamsville. Kinyelma Jonas, un jeune élève, découpé à la machette à Mermoz. C'était des choses atroces. Et tout ça avec l'impunité. C'est une page tournée. Mais c'est une page qu'il faut évoquer quand même pour l'histoire. Et la FECI d'aujourd'hui ne ressemble plus. D'aujourd'hui est la continuité un peu de ce que le FPI en a fait à partir de 2002. Alors la FECI aujourd'hui, il y a des saluts militaires, donc qui sont rien d'autre que un peu les traces de la militarisation de la structure après 2002.
Bon, avec le changement qu'il y a eu, la FESI a fait sa mue. Il y a eu d'autres secrétaires généraux qui essaient de réorienter la ligne de la FESI. AFA, qui était là, qui avait mis la FESI à un certain niveau de responsabilité. Le jeune qui est là aujourd'hui, Makelele, qui va toujours, je pense, dans ce sens. Et c'est ce syndicat-là que nous voulions, qui pose les problèmes des étudiants, mais qui ne se mêle pas de politique dans le sens où il ne prend pas position pour un acteur politique particulier dans le pays, surtout dans un contexte où il y a la haine, dans un contexte où certains politiques instrumentalisent, allument le feu de la haine comme moyen de conquête de pouvoir et tout le monde le voit. Alors vous avez parlé tout à l'heure de Charles Blé Goudet. Vous avez également, si je ne m'abuse, évolué au sein de la FESI aux côtés de Guillaume Soro. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec ces personnalités? Je veux dire, on garde toujours des contacts, soit par personne interposée. Charles Blé Goudet, vous savez tous que j'étais allé le voir à La Haye. Pour moi, ça restait un frère. Mais il y a des choses qui se sont passées entre nous. Il y a des choses qui ont été dites contre moi par lui. Je suis allé le rencontrer à La Haye pour lui dire, Charles, tu es mon frère. Il y a des actes que tu as posés. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est que la continuité, la conséquence d'un choix de vie. Aujourd'hui, ce que je voudrais, à ta demande, puisque tu m'as appelé par l'intermédiaire de tes amis et autres pour qu'on puisse discuter, que tout ce qui a été raconté sur moi puisse être lavé par toi. Et moi, en retour, en tant que frère, je ferai en sorte qu'il y ait un climat de paix, qu'il y ait un climat de pardon et qu'il y ait un climat où je demanderai, moi, de mon côté, une amnistie pour qu'on sorte de tout ça. J'ai joué ma part. Vous savez, quand je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai demandé l'amnistie. J'ai demandé la libération des prisonniers politiques. Parce que je suis un homme honnête. Je suis un homme qui, lorsqu'il prend un engagement, joue sa partition. Charles Blé Goudet, qui s'était engagé à aller dans le sens de la paix, n'a pas joué sa partition. Il a plutôt utilisé ma présence à La Haye comme une présence politique pour expliquer aux juges que même ses ennemis venaient le voir. Voyez-vous, donc à partir de cet instant, je me dis, on ne peut pas faire confiance à un pareil individu qui prend des engagements, qui ne respecte pas ses engagements. Mais alors, sinon, le contact est toujours par personne interposée, maintenu entre nous. Il y a toujours des liens, il y a toujours des cloisons qu'on peut casser à tout moment. Et c'est valable pour Soro, qui a fait des démarches en amenant certaines personnes vers moi. J'ai dit, je n'ai rien contre lui. Mais je voudrais que notre génération puisse apporter sa contribution au changement dans notre pays, mais dans la vérité. Aujourd'hui, vous avez créé votre propre formation politique, le Congrès panafricain depuis 2006. Pour le renouveau. Oui, depuis 2006. Quelle est la cause que vous défendez au sein de cette formation? Pour ceux qui nous ont toujours suivis, vous savez que nous sommes quand même d'obédience socialiste et nous sommes pour la redistribution équitable des ressources dans notre pays. Nous sommes pour la justice sociale. Nous sommes pour l'équité salariale. Nous sommes pour l'unité de la nation. Alors, est-ce que vous allez chercher à conquérir le pouvoir ou bien vous comptez vous aligner derrière un autre candidat en 2020? Quand on crée un parti, c'est pour conquérir le pouvoir. C'est parce que nous avons une vision. Nous comptons donc dans un cadre démocratique interne, aller à une convention qui va dire s'il est temps qu'on choisisse un candidat pour proposer notre programme, n'est-ce pas, aux Ivoiriens qui librement choisiront, s'ils le veulent, ce programme-là, s'ils y adhèrent, bien sûr. Mais maintenant, vous savez que la politique, ça se fait de manière stratégique. Il y a des moments où, souvent, il faut créer des alliances, il faut être dans des alliances, il ne faut pas être seul. Donc, si le parti estime qu'il faut être dans une alliance plus vaste, où nous pouvons faire prévaloir nos idées, bon, on regardera et on prendra la décision en temps opportun. Merci Doumbia Major de nous accompagner pour cette rétrospective de l'actualité de la semaine sur Radio de la Paix. Une actualité, on l'a dit, marquée par la rencontre de haut niveau tenue mercredi à Daoukro et qui a formalisé la coalition de l'opposition autour de Bédié. La CDRP, entendez la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, compte 17 partis et organisations politiques. Ni le FPI tendance Dr Assoa Adou, ni la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS ne figurent parmi les 17 partis politiques composant la nouvelle plateforme. Thiéidé Jean Gervais, vice-président de la plateforme EDS et vice-président du FPI tendance Dr Assoa Adou, a expliqué à Soro
Yoro Adams les raisons de cette absence. Au niveau de EDS, 4 partis politiques avec plusieurs associations et mouvements de la société civile avaient déjà créé en avril 2017 une plateforme appelée Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS. Et donc, EDS est déjà une plateforme et il n'y avait pas besoin d'entrer dans une autre plateforme. Étant entendu que, sur instruction du président Henri Konan Bédié et du président Laurent Gbagbo, les 2 plateformes sont appelées à collaborer et à œuvrer d'arrache-pied pour que la réconciliation nationale, qui est aujourd'hui le problème majeur de la Côte d'Ivoire, soit effectivement mise en chantier et réussie. Nous sommes dans une collaboration bien comprise et il n'est nul besoin de se fondre dans une autre plateforme encore, même si elle est non idéologique. Et est-ce qu'il y aura une formalisation de cette collaboration entre votre plateforme EDS et la plateforme menée par le PDCI-RDA, la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix? La collaboration, elle est déjà de facto, elle se fait et elle fait son petit bonhomme de chemin. Nous sommes ensemble avec la plateforme qui vient d'être maintenant formalisée au niveau du PDCI. Doumbia Major, parlons d'abord de cette nouvelle coalition, la CDRP qui vient de voir le jour dans le paysage politique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une bonne chose, ça montre qu'on n'est plus dans le parti unique. Ça montre qu'il y a le multipartisme, ça montre qu'il y a la liberté d'expression, la liberté de réunion, de se rassembler, et ça c'est garanti par la Constitution. Par contre, c'est le président Oufoué qui disait « la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». Donc, je pourrais dire que la réconciliation n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et la réconciliation ne doit pas être utilisée comme discours stratégique. Quand on met en place une plateforme, elle ne doit pas être structurée autour de l'exclusion d'autrui, surtout quand on dit que c'est pour la réconciliation. Quand on met en place une plateforme, le contenu du discours de cette plateforme-là est important. Et il ne faut pas aller dans le sens de stigmatiser une partie des Ivoiriens, d'ostraciser une partie des Ivoiriens ou de présenter une partie ou vos adversaires comme des ennemis de la Côte d'Ivoire ou des gens qui sont complices de l'invasion de la Côte d'Ivoire. Mais jusqu'à preuve du contraire, cette plateforme a été créée. On n'a pas entendu dire qu'ils ont exclu qui que ce soit. C'est certainement ouvert, libre à qui veut de pouvoir y adhérer. Oui, mais le problème, c'est pas ça. C'est le contenu discursif de la plateforme, des acteurs qui animent cette plateforme. Et Bédié est quelqu'un qui est aujourd'hui le leader de cette plateforme. Donc, c'est du discours politique de Bédié que je parle. Moi, je l'inviterai plutôt à travailler dans le sens de la vraie réconciliation. La vraie réconciliation, ce n'est pas de dire on prend le PDCI, d'autres partis plus le FPI pour présenter Ouattara comme celui qui fait venir des Burkinabés pour envahir la Côte d'Ivoire et qui dote des armes certaines personnes pour attaquer les Ivoiriens. Cela a été dit par M. Henri Konan Bédié lors de son discours de Daoukro sur l'orpaillage, quand il dit clairement que ce qui cache, ce qui couvre le discours sur l'orpaillage, c'est que on fait venir des étrangers, que on installe. Et le terme qu'il a utilisé, c'est on stationne dans de nombreux villages et on les arme. Si on les arme, c'est pour faire quoi? Il insinue que des gens font venir des étrangers qui sont armés pour tuer des Ivoiriens. Et il dit, prenez-en conscience pour que le moment venu, on y fasse, n'est-ce pas, on y mette fin à cela. Donc c'est de l'incitation à la haine. Faire croire qu'il y a une invasion, faire croire qu'on joue sur des peurs, sur la psychose. Mais derrière ça, et après ça, on dirige cette psychose-là contre ses adversaires en disant, on fait venir, on pointe du doigt certains de ses adversaires. C'est pas du tout bon dans un pays de se comporter comme ça. Travaillons donc à la paix. D'ailleurs, on est sur la radio de la paix. Ben, allons-y dans le sens de la paix. Libérons-nous de ce type de discours, de ce type de petites stratégies qui sont des stratégies, des discours haineux qu'on a vu sous Hitler, où on joue sur l'émotion, les peurs, on fait croire une invasion. Et puis bon, voilà, à partir de là, on exclut certains de ses adversaires où on les présente comme les traîtres à la nation. Ça, ce n'est pas bon. Alors, Henri Konan Bédié, qui est à la tête de cette nouvelle coalition,
se présente aujourd'hui comme le leader de l'opposition. Le leader de quelle opposition? Bédié était avec Ouattara il n'y a même pas 6 mois dans le RHDP. Donc c'est une opposition qu'il fait aujourd'hui sur la base d'une frustration parce que pour lui, la Côte d'Ivoire est une sorte, n'est-ce pas, de plat, n'est-ce pas? Et il faut se passer et les assiettes à tour de rôle. Mais ce n'est pas ça. Il faut avoir du respect pour les citoyens. Donc, on fait une opposition sur la base d'une frustration. Moi, je n'appelle pas cela une opposition. Présentez-nous, n'est-ce pas, un programme, un projet. Mais quand vous dites, vous adhérez au programme, au bilan du RDA et du PDCI, parce que c'est un bilan commun, et que tout ce que vous voulez, c'est le pouvoir, parce que c'est à votre tour. Pour moi, c'est pas comme ça on fait de la politique. Alors, la mise en place de cette coalition intervient au moment où Henri Konan Bédié se rapproche de Laurent Gbagbo. Pourtant, EDS, dont fait partie la formation de Laurent Gbagbo, n'est pas signataire de la charte. Vous venez d'entendre les justifications fournies par M. Thiéidé Jean Gervais. Cela vous paraît-il convaincant? Je pense que chaque entité se bat pour sa propre chapelle et pour ses propres intérêts. Je ne crois pas, moi, de mon point de vue, que le FPI, dans sa coalition EDS, a intérêt à aller s'inféoder à la coalition du PDCI qui, hier, il n'y a même pas 6 mois, était avec le RDA pour combattre donc le PDCI. Et Bédié qui disait que Gbagbo était bien là où il était à la CPI. Donc, c'est pas parce que les intérêts ont changé que, on doit aller s'inféoder les uns aux autres. Maintenant, après, il faut trouver des éléments idéologiques, parce qu'une plateforme non idéologique, pour conquérir le pouvoir, vraiment, je ne vois pas son utilité pour la nation, puisqu'il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de programme commun de gouvernement. Autour de quoi on forme une plateforme pour prendre le pouvoir? Quelqu'un vous dit, je veux le pouvoir, mais sans idéologie et sans programme. Peut-être que le FPI a tout intérêt, et c'est intelligent de dire, on veut un programme, on veut une idéologie, on veut que nous puissions discuter de projets de société, et sur la base de ça, on pourra mettre nos forces en commun. Et c'est comme ça devrait se passer normalement pour une plateforme. Le FPI de Laurent Gbagbo ne s'y trouve pas. Par contre, le RACI, qui est proche de Guillaume Soro, se trouve au sein de cette nouvelle coalition. Soro Guillaume, qui par ailleurs a déclaré sa candidature également à la présidentielle de 2020. Comment voyez-vous l'évolution des ambitions au sein de cette alliance? Soro, il est libre d'avoir des ambitions, c'est une bonne chose. Il faut encourager nos enfants à avoir des ambitions. Il faut encourager notre nation à avoir des ambitions, d'être un pays qui brille dans le concert des nations. Donc pour moi, les ambitions sont à saluer. Mais les ambitions doivent être réalistes et non mégalomaniaques. Voyez-vous, Guillaume, il a été membre de la FECI avec un bilan mitigé. De là, il s'est retrouvé à la rébellion où, utilisant donc la force ou les armes que tenaient d'autres personnes, il a eu quelques postes. Ou encore le bilan, n'est-ce pas? Ce pas des bilans qui sont reluisants, brillants. Donc vous pensez qu'il n'a pas les qualités qu'il faut pour diriger un pays? Pour moi, je veux dire que je ne mettrai pas mon avenir et l'avenir de mes enfants entre les mains de quelqu'un vraiment qui n'a aucune expérience. Son parcours même est un parcours souvent qui est un peu chaotique. Voilà, je ne vais pas me prononcer sur ça. Et puis, en termes de droits humains, quelqu'un qui a un passif vraiment lourd. Mais pourtant, malgré ce lourd passif, il a été Premier ministre sous Laurent Gbagbo, sous Ouattara. Oui, c'est Laurent Gbagbo qui a lui-même dit que ce que Soro a, il le doit aux armes. Donc, quand on tient les armes dans une situation conflictuelle, tout ce que vous demandez... Il n'y avait pas de conflit après 2010. Tout ce que vous demandez, parce qu'on n'avait pas la paix, il fallait bien que quelqu'un dépose les armes, il fallait négocier la paix, il fallait payer même la paix. Et quand on a payé la paix contre des postes qu'on a eus, je pense qu'on ne peut pas se prévaloir, on ne peut même pas s'enorgueillir parce qu'on l'a eu grâce aux armes. C'est jamais vous n'avez déposé un CV quelque part et qu'on vous a appelé pour dire vous êtes brillant ou on vous connaît un passif de cadre brillant et sur la base de ça on vous a appelé. Donc non, ce sont des postes obtenus grâce aux armes, ce n'est pas de la compétence, ce n'est pas des aptitudes reconnues, mais donc pour moi ça on ne s'enorgueillit pas et on n'utilise pas ça pour demander à diriger un pays. Et ça, je parle d'un adversaire politique,
Voilà, de mon point de vue, je présente cet art, ses faiblesses, parce que c'est un concurrent. Mais ça reste un frère, ça reste un ami. Dans l'actualité judiciaire, le procureur général a animé une conférence de presse ce jeudi pour apporter des éclairages sur l'affaire Blé Goudet Charles. La 3e audience prévue mercredi a été suspendue à cause du retrait de ses avocats. Cependant, la justice n'a pas l'intention de reculer. Pour le procureur général, la procédure qui a démarré depuis 2012 doit aller jusqu'à son terme, nonobstant les changements qui pourraient intervenir dans le dossier. Retour sur les points forts de cette conférence de presse avec Junior Cardin. Le procureur général, Lebris-Marie Léonard, s'est inscrit en faux sur tous les arguments avancés par les avocats du prévenu Charles Blé Goudet pour quitter récemment la salle d'audience. À la question de savoir pourquoi réveiller maintenant cette affaire au moment où Charles Blé Goudet est acquitté par la CPI, le procureur général répond ceci. À la justice, ce n'est pas parce qu'une nouvelle loi est arrivée qui dit telle ou telle chose que les poursuites s'arrêtent. Ce n'est pas parce qu'une conciliation, je ne sais pas quoi, a été faite que les choses s'arrêtent. Quand la justice commence, elle est obligée d'aller jusqu'au bout, quitte à tenir compte des événements qui se sont produits entre-temps. Ça veut dire, quand vous saisissez la justice et qu'elle a été mise en mouvement, elle doit terminer par une décision de justice, qui peut être un non-lieu, qui peut être un acquittement, qui peut être une relaxe. Mais ça ne peut pas se terminer brutalement. Est-ce à dire que si l'acquittement de Blé Goudet est confirmé et qu'il rentre en Côte d'Ivoire, il sera immédiatement mis aux arrêts? Lebris-Marie Léonard. Il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas que M. Blé Goudet, dès qu'il rentre en Côte d'Ivoire, allez hop, on l'arrête parce qu'il est poursuivi. Non, c'est tout un processus pour arriver à la décision finale et puis après, bon. Le procureur général soutient que l'amnistie prise récemment ne concerne pas le cas Charles Blé Goudet. L'amnistie, oui. Il y a eu une amnistie, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que c'était une amnistie personnelle. C'était pas une amnistie réelle, c'est-à-dire que ça ne portait pas sur des faits. C'est des personnes qui, prises individuellement, ont bénéficié de l'amnistie. Et M. Charles Blé Goudet et d'autres personnes n'ont pas bénéficié de cette amnistie personnelle. Selon le procureur général, il n'y a pas identité de poursuite entre les faits jugés par la CPI et ceux examinés en ce moment par les juridictions ivoiriennes. Doumbia Major, que vous inspire cette nouvelle procédure contre votre ancien camarade de la FECI? Écoutez, vous savez, j'ai toujours dit que la vie est continuité. Et quand on pose les actes, on est toujours rattrapé par les actes. Et quand il y a eu des crimes, quand il y a eu des vies humaines qui sont tombées par le fait d'un individu, vous savez, la justice dit souvent que ces faits-là sont imprescriptibles. Et je dis en début d'émission, il y a eu des morts quand même en Côte d'Ivoire, avant 2002, du fait de Charles Blé Goudet. Ses propres amis ont produit des vidéos pour reconnaître qu'ils ont attaqué le restaurant universitaire de Cocody le 25 mai 2000 avec des justificatifs farfelus. Il y a eu des morts. Et donc, pour moi, il serait même difficile à Charles Blé Goudet, sans un pardon demandé à la nation et aux parents des victimes qui sont connus, de rentrer en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'est pas là pour le protéger, pour lui accorder l'impunité qui lui était accordée par le passé avec des soldats pour le protéger. En tant que citoyen comme moi, Blé Goudet ne peut pas aujourd'hui venir en Côte d'Ivoire sans demander pardon aux parents des victimes. Et il y a des plaintes, par exemple, pour Bakayoko Memissa qui a été défenestré à Vridi. Il y a des plaintes des parents. Et ça, ce sont des faits qui ne sont pas compris dans l'amnistie. Puisque ça se limitait aux affaires politiques de la crise post-électorale. Mais il y a eu des affaires en 2000. Il y a eu des affaires en 2002. Donc, les faits pour lesquels il est poursuivi actuellement ne sont pas ceux qui ont été jugés à La Haye. Non, parce que La Haye se limite uniquement aux faits qui se sont passés quand la Cour internationale, la CPI, existait, puisque la CPI ne peut pas traiter et juger des faits qui ont existé avant sa création, et le tribunal pénal a circonscrit, n'est-ce pas, son action à la crise post-électorale. Donc, des faits qui sont en dehors de ça peuvent être poursuivis si ces faits ne sont pas l'objet d'amnistie. Mais je dis en plus qu'il y a eu des crimes en 2000. Le 25 mai, par exemple, 2000, où il y a eu l'attaque du restaurant universitaire de Cocody. Ce sont des faits qui ne sont pas prescriptibles. Il y a eu des plaintes avant. Il y a eu des plaintes avant. Il y a eu des plaintes, il y a eu des étudiants qui ne pouvaient même pas avoir accès à l'université. Donc, déjà, il y a cette dimension où je pense que dans son propre intérêt, il faut qu'il accepte d'aller devant les tribunaux
pour que ces choses-là soient vidées et qu'il demande pardon et autres. Mais nous, notre esprit, c'est un esprit de réconciliation. C'est un esprit de paix. Mais c'est un esprit de réconciliation et de paix dans la vérité. Parce qu'il ne faut pas se faire passer pour le monsieur propre alors qu'on a un chapelet des crimes qu'on traîne derrière soi. Mais est-ce que la justice ivoirienne, elle est suffisamment indépendante pour juger quelqu'un comme Blé Goudé quand on sait les relations plutôt tendues qu'il a eues avec le pouvoir actuel? Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait qu'il y a eu des morts. Et donc, ces faits-là ne peuvent pas passer comme ça, par perte et profit. Il faut bien qu'à un moment donné, ceux qui ont posé ces actes soient jugés. C'est ce que nous disons. Maintenant, après, il peut avoir le pardon. On dit que même Dieu qui accorde le pardon, mais c'est après le repenti. Mais des gens qui passent le temps à dire non, on n'a rien fait. Nous sommes des combattants aux mains nues. Alors qu'il y a des gens qui ont été tués sur votre action, mais comment vous voulez qu'il y ait une réconciliation véritable avec ces négations, ces dénis de la vérité? Dans la procédure actuelle, les avocats se plaignent de ne pas avoir accès au dossier. Il y a des pièces qu'ils réclament et qui ne viennent pas. Est-ce que cela ne biaise pas déjà le déroulement même de ce procès? Il faut que le procès soit équitable. Il faut qu'ils aient tous les éléments pour que Blé puisse se défendre. Et donc ça pose pas problème. Mais il ne peut pas dire on ne va pas au procès, on fuit parce que voilà. Non, c'est pas comme ça. Il faut accepter d'aller au procès. Il faut que ces faits soient jugés. Moi aujourd'hui, je suis prêt à aller témoigner pour ces crimes-là. Je suis prêt à aller devant toutes sortes de juridictions. Vous avez des éléments à apporter à la justice? Nous avons des vidéos, nous avons beaucoup d'éléments, des témoignages même des proches de Blé Goudé sur les attaques par exemple de Vridi et autres. Donc tous les éléments, nous les avons. Nous attendons simplement le moment opportun pour que, ce n'est pas pour accabler Blé Goudé, mais c'est pour que la vérité historique de ces choses-là soit connue. On a évoqué également au cours de cette semaine l'affaire le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Une requête adressée le 25 octobre dernier par les autorités ivoiriennes via leurs avocats fait polémique en ce moment en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA, à l'issue d'une réunion de son secrétariat exécutif tenue le mardi 5 novembre dernier, a condamné ce qu'il appelle une immixtion des autorités ivoiriennes dans le déroulement du procès devant une juridiction internationale indépendante. Mais que dit exactement le statut de Rome sur ce sujet? Soro Adams a posé la question à Fadi El Abdallah, le porte-parole de la CPI. D'abord, il faudra préciser que M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé sont déjà en liberté sous condition. Maintenant, le 7 octobre 2019, la défense de M. Gbagbo avait déposé une requête afin d'obtenir que la Chambre d'appel restitue à M. Gbagbo l'intégralité de ses droits, donc, pour le dire plus simplement, pour lever les conditions qui ont été imposées par les juges de la CPI lorsqu'ils ont décidé de lui accorder la liberté sous condition. Par la suite, il y a eu le bureau du procureur qui a déposé un mémoire en appel de la décision sur l'acquittement et également un autre mémoire pour s'opposer à cette requête de la défense concernant les conditions de la mise en liberté de M. Gbagbo. Maintenant, en effet, le 25 octobre 2019, les autorités de Côte d'Ivoire ont sollicité l'autorisation de la Chambre d'appel pour pouvoir présenter des observations écrites concernant cette requête de la défense de M. Laurent Gbagbo. Donc, il n'y a pas un droit automatique à participer dans la procédure devant la Chambre d'appel, mais les autorités peuvent demander l'autorisation et nous allons voir si la Chambre d'appel va accorder cette autorisation ou pas aux autorités ivoiriennes sur cette question-là. Doumbia Major, comment comprenez-vous cette démarche de la Côte d'Ivoire en direction de la Cour pénale internationale? Le PDCI parle d'une ingérence du politique dans une affaire judiciaire. Moi, vous savez, tout ce qui peut concourir à la vérité sur cette affaire est bienvenu. Tout ce qui peut concourir, même si un citoyen lambda estime qu'il a des éléments pour éclaircir, pour armer la justice afin que la vérité soit sûre sur cette affaire, moi je pense que c'est le bienvenu. Que le gouvernement le fasse et que d'autres citoyens le fassent, ou que le FPI lui-même dise, écoutez, nous reconnaissons que nous avons posé tel acte. Moi, je ne vois pas le mal, tant que ça peut éclairer. Ce que je voulais dire sur cette affaire,
il y a quand même eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Il y a eu 3000 morts sur la crise post-électorale. Il y a bien des responsables et il y a bien des coupables. La justice internationale sur le sujet du procès Gbagbo-Blegoudé, je l'ai dit, le procès a été mal conduit. Le procès a été conduit par Mme Bensouda dans le sens de la culpabilité des acteurs et non dans le sens de la responsabilité des acteurs. Parce qu'il y a eu des actes posés par des individus en position hiérarchique. Donc, à partir du moment où il y a M. Gbagbo ou M. Blegoudé qui sont en position d'influence et qui peuvent donner des ordres en position de commandement, ils sont responsables des actes posés par leurs subordonnés. Donc, voilà comment le procès de Milosevic a été fait. Personne n'a vu Milosevic tirer sur quelqu'un, tenir le pistolet, comme dit Soro. Est-ce que vous m'avez vu tenir le pistolet? Non. Mais quand vous êtes en position de responsabilité, en position de hiérarchiquement au-dessus de certaines personnes dans une chaîne de commandement, vous êtes responsable. Voyez-vous? Et donc, le procès n'a pas été conduit selon la méthode de la responsabilité, mais celui de la culpabilité. Et dans ce cas-là, il est difficile d'avoir des preuves de Gbagbo signant des ordres de mission ou donnant des ordres par-ci, par-là, des écoutes et autres. Ça, ce n'est pas possible. Après, certains diront, et je suis d'accord avec eux, qu'il fallait que les deux entités soient devant le tribunal parce qu'il y a eu des morts de toutes parts. Donc, ça paraît être une justice biaisée. Et je pense que cela a pu, n'est-ce pas, militer dans le sens de l'acquittement de Laurent Gbagbo par le juge Kouigno, qui s'est dit, écoutez, on me demande de juger qu'une seule partie, l'autre n'est pas là, moi je n'en veux plus, et ils ont jeté la patate chaude. Voilà ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables. Tout le monde sait que quand on est chef de l'État, on est responsable des militaires. On est le chef suprême de l'armée. Il y a eu quand même des personnes qui ont été violées à l'école de police pendant que M. Gbagbo était chef suprême de l'armée, donc chef de la police. Il est responsable, même si ce n'est pas lui-même qui a posé l'acte. Voyez-vous, il y a eu des gens brûlés en Côte d'Ivoire en présence de la BAE. Il n'y a pas eu de sanctions. Il y a eu une impunité, donc il y a une responsabilité hiérarchique. Mais ça ne veut pas dire que la décision d'acquittement veut dire qu'ils ne sont pas coupables. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut faire des observations afin de maintenir Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé dans la position dans laquelle ils se trouvent de liberté sous condition. Quels sont ces éléments que l'État peut encore apporter? Moi, je n'ai pas vu les éléments, je n'ai pas eu accès au dossier. Le juge aurait accès au dossier, au contenu, je pourrais me prononcer. Peut-être que la Côte d'Ivoire milite dans le sens de la libération de Gbagbo, je ne sais pas. Je n'ai pas eu accès au dossier, donc je ne pourrais me prononcer dessus. Est-ce qu'en se déclarant opposé à la libération sans condition de Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé, le pouvoir ne se met pas à dos une partie de la population ivoirienne et ne plombe pas ainsi le processus de réconciliation nationale? La réconciliation doit se faire dans la vérité et dans la justice. Il faut laisser la justice se faire. Si on peut apporter des éléments pour la justice, il faut poser. Mais après, Laurent Gbagbo peut être condamné. La Côte d'Ivoire peut demander même que Laurent Gbagbo fasse la prison en Côte d'Ivoire, prendre une décision de libération même de Laurent Gbagbo, une décision d'amnistie. Voyez-vous, comme ça a été le cas pour Simone Gbagbo. Voilà, tout ça c'est possible. Il faut aller dans le sens de la réconciliation. Et la réconciliation, et c'est le cas du procès Blegoudé qui est en train de se faire, mais il faut laisser la chose partir. Et une fois qu'il s'est fait, peut-être qu'il sera décidé d'un non-lieu ou il sera décidé qu'il soit amnistié pour qu'il puisse contribuer d'une certaine façon à la réconciliation. Et je l'ai dit quand je suis sorti de la CPI, ils ont un rôle à jouer dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous suivez la semaine en revue sur la radio de la paix. Doumbia Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau, est notre invité pour commenter l'actualité. Nous allons continuer de parler de la présidentielle de 2020 pour aborder la question de la sécurisation du scrutin. Le NDI, le National Democratic Institute et la Fondation Friedrich Ebert ont organisé un atelier du mardi au jeudi à Grand-Bassam. Quelle sécurisation et comment obtenir un fort taux de participation? Tel était le thème de ces travaux auxquels ont pris part plusieurs acteurs clés du processus électoral. Suivant le compte-rendu de Ghislain Koulibaly.
On a un passé qui est fait de l'élection présidentielle avec assez de violence, il y a raison de craindre, mais en même temps il y a aussi des raisons d'espérer dans la mesure où il y a une certaine liberté de mouvement, surtout de l'état du territoire présentement, sont des signes quand même encourageants. Cette analyse de Sylvain Nguessan de l'Institut de stratégie d'Abidjan plante les décors et situe l'importance de l'organisation de cet atelier de réflexion pour des élections apaisées et sécurisées en Côte d'Ivoire. Cela passe bien évidemment par un code électoral consensuel. Alain Dogou. Ce code électoral, une fois voté, permettra à la CEI d'avoir un cadre légal qui lui permettra d'organiser des élections apaisées. Chacun des acteurs étant d'accord avec le contenu de ce qui va se dérouler sur le terrain. Au-delà des politiques, les jeunes ont un grand rôle à jouer pendant les élections, Kwaku Jordi du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Tout part à travers la communication. Et voilà pourquoi nous organisons des sensibilisations sur le plan national, sur la communication non violente, et en même temps aussi la sensibiliser sur l'importance donc de pouvoir mener des élections sans violence. Selon Marguerite Yolibikone, représentant de la société civile au sein de la commission centrale de la CEI, il est important que les élections soient inclusives et que les populations y participent massivement si elles espèrent un changement. Nous sommes dans une démocratie représentative. Qu'on le veuille ou non, celui qui est élu, si vous n'avez pas participé, que vous l'ayez élu ou pas, il va vous gouverner. Il faut que les gens comprennent l'importance du vote et qu'on s'implique véritablement. Cet atelier de Bassam, co-organisé par le NDI et Friedrich Ebert, permettra d'enrichir les décisions et solutions relatives aux enjeux de la sécurisation et de la participation accrue dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. Doumbia Major, que peuvent apporter ce genre d'initiatives? Réunir les acteurs politiques pour aborder ce type de questions peut-il permettre d'arriver à des élections sans violence? Voyez-vous, j'ai dit l'élection, ce n'est pas uniquement le jour du vote. C'est tout le processus en amont. Un découpage électoral consensuel, une élection avec très peu de corruption, des citoyens qui ont leur carte d'identité et autres. Voyez-vous, donc c'est tout un environnement qu'il faut assainir. C'est aussi avoir les différents acteurs qui puissent surveiller ces élections. Nous avons mis en place une commission qui permet à des entités différentes du pouvoir de suivre, de surveiller les élections. Mais il faut qu'on discute aussi du code électoral. Il faut qu'on discute aussi du financement des partis politiques et des fonds de campagne. Parce que une élection dans laquelle celui qui a de l'argent, voyez-vous, qui peut donner, distribuer, faire des cadeaux, corrompre la population d'une certaine façon qui est maintenue dans une sorte de paupérisation générale, ce que l'autre appelle weapon of hunger, l'arme de la faim. À la veille des élections, on vient distribuer parce qu'on a cassé des banques, on vient distribuer de l'argent aux gens, on paye, n'est-ce pas, son élection. Ce n'est pas de la démocratie. Réunir des acteurs politiques pour informer de ceci, de cela, sans aller dans le fond, moi je ne pense pas que c'est comme ça qu'on fera évoluer notre démocratie. Il faut poser les problèmes de fond. Et les problèmes de fond ont été posés. Il y a par exemple la commission électorale indépendante. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore cette unanimité au sein des partis politiques. Oui, mais on ne peut pas faire une commission électorale unanime. Il y a plus de 100 partis politiques. Tout le monde ne peut pas être dans la commission électorale. L'important, c'est que ceux qui y sont puissent surveiller pour ceux qui ne sont pas et qu'ils puissent être honnêtes. Et donc, je pense qu'à partir du moment où il y a des opposants, Afi Nguessan, son parti ne laissera pas le parti du président Ouattara tricher. Le parti de Doumbia Major ne laissera pas. Donc, il y a une sorte de contrebalancement à l'intérieur, une sorte de diversification qui garantit la transparence même. Après, les acteurs politiques peuvent ne pas être d'accord avec ça. Nous-mêmes ne sommes pas totalement d'accord avec la répartition, mais c'est des choses que nous avons acceptées. Nous-mêmes ne sommes pas directement représentés. Nous avons présenté quelqu'un. Mais pour nous, l'élection ne se gagne pas à la CEI. La CEI est une instance de contrôle et bon, une fois que c'est contrôlé, c'est bon, mais c'est sur le terrain. Sur le terrain avec des personnes qui sont vraiment enrôlées. Aujourd'hui, plus de 20 millions d'habitants avec une élection où on est élu avec 2 millions de voix, 1 million de voix. Et justement, cet atelier a posé le problème de la participation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une participation plus importante? Moi, je l'ai dit. Je dis, écoutez, nous sommes dans un pays où il faut donner gratuitement les extraits de naissance, les certificats de nationalité, tous ces documents administratifs. La carte nationale d'identité. Entrent en ligne dans la confection de la carte d'identité. Il faut le rendre gratuit avec un financement
collectif. Comme ça s'est fait dans les autres pays. Moi, quand je suis à Paris, je demande un casier judiciaire, je ne paye pas. Quand je demande un extrait de naissance ou j'étais à l'OFPRA, je ne paye pas. Parce que je paye à travers mes impôts. Donc, on peut financer les documents administratifs pour les rendre accessibles à tout le monde. Il faut augmenter les impôts. Il faut trouver des moyens de mettre une taxe soit sur l'alcool, une taxe sur la cigarette, prendre une part des revenus du cacao et autres. Donner une assiette financière qui permette à chaque citoyen d'avoir accès à ces documents administratifs. Parce que ce qu'on est en train de faire, en disant que pour avoir un document administratif, pour prouver sa nationalité, il faut payer, ça veut dire qu'on instaure une sorte d'apartheid par le pouvoir de l'argent. Et tu peux être ivoirien, mais si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas prouver ton identité. Celui qui a de l'argent peut prouver son identité. Mais nous devons être égaux des citoyens face à cela. D'où la gratuité que nous prenons. Et pour que tout le monde puisse payer. Et ça permet aux gens de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales parce qu'ils ont des documents. Moi, je sillonne la Côte d'Ivoire, je vais dans des villages et ce problème m'est posé. Donc, il faut qu'il y ait plus d'inscrits. Avec 4 millions, 6 millions d'inscrits aujourd'hui, ce n'est pas bon. Allons-y vers plus de transparence du jeu électoral lui-même pour interdire aux candidats de payer les voix avec des financements, des dons dont on ne contrôle pas l'origine. Et donc, c'est tout ça le jeu. Parce qu'après, c'est celui qui a le pouvoir de l'argent qui est élu, mais ce n'est pas celui qui a le bon programme. Alors, parmi les personnes qui sont sur la liste électorale, donc qui disposent des documents nécessaires, il y en a quand même beaucoup qui ne participent pas. Il y a une certaine démotivation autour des élections. Il faut les encourager. Et comment? Il faut les encourager. Et en Belgique, quand vous n'allez pas aux élections, vous êtes sanctionné. Nous, au CPR, nous avons proposé qu'il soit délivré un certificat de citoyenneté à celui qui va à l'élection. Donc, sur la base des cachets qui sont sur votre participation, sur votre carte électorale, vous pouvez aller à la CEI qui va vous délivrer un certificat de citoyenneté. Et ce certificat de citoyenneté peut être demandé, par exemple, pour les concours. Donc, du coup, les gens iront voter, iront accomplir leur acte citoyen parce que tu ne peux pas aller à la fonction publique si tu ne votes pas. Si tu es indifférent au processus électoral. Donc, délivrons ce certificat de citoyenneté. Nous ne demandons pas de faire comme en Belgique où on peut avoir une amende parce qu'on n'est pas allé voter. Mais si on délivre déjà un certificat de citoyenneté qui sera demandé pour les concours dans le privé ou dans le public, au moins dans le public, voyez-vous, beaucoup de personnes, déjà tous les étudiants qui espèrent passer un concours, iront voter. Voilà, donc avec ce genre d'initiative, d'innovation, de réflexion, on peut faire évoluer les choses. Mais déjà, il faut que les gens soient inscrits et qu'on facilite cette inscription par la gratuité de l'accès aux documents administratifs. Doumbia Major, nous allons poursuivre cette rétrospective avec nos informations en bref. La première concerne la situation socio-politique. Au fur et à mesure qu'on se rapproche des élections de 2020, les propos des responsables politiques en Côte d'Ivoire inquiètent. Lors de la traditionnelle conférence de presse issue du Conseil des ministres de ce mercredi, le porte-parole du gouvernement a profité d'une question de la presse pour attirer l'attention de tous afin que le ton des déclarations soit plus mesuré. Il faut aller dans le sens de la paix, effectivement, et du bon ton, et surtout éviter des discours d'altérité qui divisent notre nation, des discours identitaires et des discours qui opposent les Ivoiriens les uns aux autres sur la base ethnique ou religieuse. Dans le volet économique, une menace d'interdiction d'entrée aux États-Unis pèse sur le cacao ivoirien, soupçonné par des sénateurs américains d'être produit en partie grâce au travail des enfants. Réagissant à ces accusations, l'ANACACI, l'Association nationale des coopératives et agriculteurs de Côte d'Ivoire, pense qu'il s'agit de manœuvres pour éviter d'appliquer les mesures visant à améliorer le bien-être des producteurs du cacao ivoirien. Sur ce sujet, je suis un peu... Voyez-vous, j'ai commencé à aller au champ, moi, à l'âge de 11-12 ans. Et chez nous, faire partie un enfant travailler au champ, ça participe de son éducation. Ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, si je fais travailler mon fils, je lui apprends à, n'est-ce pas, faire le ménage et autres. Souvent, c'est vu ou c'est interprété comme des corvées inacceptables. Mais nous n'avons pas la même vision. Mais travaillons ensemble dans le sens de produire un cacao propre, où les enfants à l'âge d'aller à l'école ne se retrouvent pas là-bas.
Le programme national de stage a été lancé ce lundi à Abidjan. Il s'agit d'une réponse du gouvernement à deux difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes Ivoiriens. D'une part, difficulté à obtenir un stage pour valider leur diplôme et d'autre part, les difficultés à obtenir un stage en entreprise pour acquérir l'expérience que leur exigent souvent les employeurs. Il faut encourager cela et il faut aussi accorder des crédits d'impôt parfois à des entreprises qui accordent des premiers emplois aux étudiants qui sortent de facultés, qui sortent des grandes écoles. Et c'est comme ça qu'ils mettent le pied à l'étrier. Voilà, donc pour moi, une formation, ça va de pair avec de la pratique. Il faut faire une formation avec une dimension plus pratique. Et ça, il faut que nos entreprises se forment et acceptent cette nouvelle culture. Né le 10 novembre 1929 à Porto Novo, Albert Teveodjere est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à Cotonou au Bénin, à quelques jours de ses 90 ans. Cet enseignant, ancien fonctionnaire des Nations Unies, intellectuel et homme politique, a été connu en Côte d'Ivoire un an après l'éclatement de la crise en 2002. Il a été le représentant spécial de Feu Kofi Annan de 2003 à 2005 dans la médiation de la crise ivoirienne. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Nous sommes solidaires de ses proches dans ce moment douloureux. Un mot de sport pour finir. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront sur deux fronts importants ce week-end, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Les Ivoiriens reçoivent à Abidjan les Nigériens le 16 novembre 2019 et seront en déplacement à Addis Abeba face aux Éthiopiens le 19 novembre prochain. Le sélectionneur Kamara Ibrahim, lors d'un point de presse, a fait savoir qu'il n'y a pas lieu de bouleverser l'équipe. Tous nos encouragements aux éléphants, nous sommes toujours avec eux. Comme on le dit, nous sommes des supporters Mazo. L'équipe nationale, c'est notre fleuron. Il faut qu'il soit à la hauteur. Vous avez suivi la dernière CAN, l'équipe vous a convaincu ? Vous savez, elle va s'améliorer et je pense que les choses vont aller pour de mieux. Et d'ailleurs, sur ce sujet, vous savez, nous au CPR, nous disons qu'il faut revoir le schéma même du sport en Côte d'Ivoire. Il faut donner la possibilité à tous les enfants ivoiriens d'avoir accès au sport, de choisir un club déjà dès l'enfance et que de façon pyramidale, on puisse choisir après ceux qui vont en sélection. C'est notre vision du sport. Voilà. Doumbia Major, merci. C'est moi qui vous remercie. Doumbia Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau, était notre invité pour commenter l'actualité. Cette émission est terminée. Merci d'avoir été des nôtres au cours de ces 45 minutes. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. La semaine en revue. Chaque samedi, une personnalité passe au crible les temps forts de l'actualité de la semaine écoulée. La semaine en revue, présentation Souleymane Kati Ouattara.